Bonjour Emmanuel. Bonjour Simon, Bon, merci d'avoir accepté cette interview. je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Tu es psychopraticien d'inspiration jungienne, on peut voir Jung à côté de toi. On est ici dans ton bureau. Et tu es aussi auteur. Avec ton épouse Marie-France, vous avez écrit de nombreux livres. Il y en a qui vont s'afficher à l'écran, notamment La thérapie de l'enfant intérieur, S'ouvrir à son cœur d'enfant, Vos parents ne sont plus vos parents, J'arrête d'avoir peur. Enfin, il y en a un grand nombre. Est-ce que ça fait maintenant 35 ans qu'avec ton épouse Marie-France, vous avez fondé la méthode Cœur d'enfant? Je vais mettre le lien de votre site en description de la vidéo. Et alors, Emmanuel, votre spécificité en tant que thérapeute, votre axe, c'est la notion d'enfant intérieur. Et donc, on pourrait commencer par là, comme c'est un peu la fondation. Alors, c'est un terme qui est devenu très populaire, Oui, tout à fait. mais vous, ça fait 35 ans que vous l'employez, et vous l'avez Oui. participé à le populariser, en fait. Et alors, comme c'est devenu très populaire, c'est peut-être un peu galvaudé, c'est peut-être un peu confus, peut-être la définition que les gens peuvent avoir. Alors, toi qui es un spécialiste, qu'est-ce que c'est l'enfant intérieur? En fait, c'est plus qu'une notion déjà, c'est un concept. Donc c'est quelque chose qui regroupe beaucoup de notions. L'enfant intérieur, si on devait donner d'abord une définition la plus simple et la plus accessible, ce serait de dire que l'enfant intérieur, c'est le vécu de l'enfant nous, depuis le moment de notre conception jusqu'à le moment où se termine finalement la maturité du cerveau, c'est-à-dire 28 ans. Donc c'est une période assez large et c'est à la fois un vécu mémoriel, c'est-à-dire c'est le petit être humain que nous étions avec nos joies, nos peines, nos ressources, nos potentialités, mais aussi nos blessures. Mais c'est aussi plus que cela, c'est-à-dire que ça renvoie aussi à notre essence, on pourrait dire, c'est-à-dire à notre essence spirituelle qui se trouve au-delà de toute atteinte extérieure. Donc à la fois on pourrait dire que l'enfant intérieur c'est une part de notre moi profond, de notre moi véritable, mais c'est aussi le soi, ça permet aussi d'être en contact avec le soi, ce que Jung appelait l'enfant divin, justement. Et puis, puisque cet enfant en nous est un vécu mémoriel à différents âges de son développement psychosocial et psychoaffectif, alors ça signifie qu'on n'a pas un seul enfant intérieur. On a de multiples enfants intérieurs, il y a autant d'enfants intérieurs que d'âges de la vie presque, et puis aussi qu'il y a deux facettes fondamentales. Il y a l'enfant blessé, qui est le moi sensible et vulnérable, et l'enfant doué, qui est, on pourrait dire, le moi plein de potentialités, de ressources. Voilà. Et ces deux facettes de l'enfant, le moi blessé et le moi enfantin doué, sont le même enfant. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait deux visages et cet enfant, il est toujours à considérer dans ces deux facettes. À la fois la facette sensible et vulnérable, donc potentiellement blessée, et puis à la fois la facette douée, pleine de compétences, de dons innés aussi, qui renvoient à nos dons innés en tant qu'être humain. D'accord. Donc, c'est une double notion. C'est à la fois une période de vie, et à la fois, c'est au-delà de ça. Alors, quand tu parles d'enfant divin, quand tu parles de quelque chose qui existe, qui est de l'ordre de l'essence, est-ce qu'on peut dire que quelque part, l'enfant intérieur, c'est l'âme? Alors, ça dépend évidemment de ce que l'on met dans l'âme, en fait. Si on utilise un terme jungien, on pourrait dire que c'est le cœur du soi. Le soi étant une totalité, et l'enfant intérieur, si on reste dans l'optique jungienne, c'est une image aussi, c'est-à-dire c'est un symbole, ça appartient à notre inconscient collectif, c'est une idée force. Finalement, tous les êtres humains, depuis l'existence de l'humanité, pensent l'enfant, l'expérimentent, et donc par leur expérience le conçoit aussi, le conceptualise. Donc du coup, dans l'inconscient collectif, l'enfant renvoie à plein de réalités différentes. Il y a bien sûr cet enfant divin, c'est-à-dire cette promesse d'accomplissement, de réalisation de soi, et puis il y a des aspects aussi plus immatures qui sont considérés comme appartenant aussi à cette étape du développement qu'est l'enfant. Tu fais une différence dans tes ouvrages entre l'infantile et l'enfantin. Oui, c'est fondamental parce qu'en fait, l'enfantin, même s'il est immature, parfois, parce que l'enfantin, c'est un moi, on pourrait dire primordial, il n'est pas infantile. C'est-à-dire que l'infantile, chez l'être humain, est le fruit d'une construction qu'on appelle dans la thérapie de l'enfant intérieur l'enfant adapté. Et ça, c'est fondamental parce que je constate que la plupart des gens qui parlent de l'enfant intérieur continuent
à faire cette méprise en fait entre d'un côté l'enfant intérieur et de l'autre l'enfant adapté. Pour bien comprendre, l'enfant intérieur, c'est vraiment une part de soi, c'est un vécu réel, c'est-à-dire c'est une part fondamentale de notre nature d'être humain et de notre vécu, alors que l'enfant adapté est une construction. C'est un ensemble de stratégies de survie et d'autoprotection qu'on met en place en grandissant pour se protéger de différentes contraintes, de différents contextes familiaux, sociaux, culturels qui peuvent blesser finalement notre essence. Et cet enfant adapté, on considère vraiment que c'est un masque. Et cet enfant adapté qui perdure toute notre vie durant, on devient ensuite des adultes adaptés. Quand je dis adapté, ça veut dire suradapté, évidemment. Eh bien, ce masque nous emprisonne, nous coupe de nous-mêmes, il nous coupe de notre enfant intérieur, nous coupe de la vie, c'est-à-dire du contact avec la vie en soi et aussi du contact avec la vie à l'extérieur de soi. Et donc, les comportements infantiles sont le propre de l'enfant adapté. Et donc cette méprise entre l'enfant adapté et l'enfant intérieur, c'est une erreur assez grossière que malheureusement beaucoup de gens font encore et qui change tout parce qu'en fait si on considère qu'on s'adresse à l'enfant adapté alors qu'on croit que c'est l'enfant intérieur, ça ne sert à rien parce que l'enfant adapté, lui, il est piégé dans le passé, il est piégé dans des structures de survie d'autoprotection qu'on ne peut pas remettre en cause simplement en s'adressant à lui. En plus, c'est un protecteur, l'enfant adapté, c'est-à-dire que lui, il est persuadé que ce qui nous a blessés enfant va forcément se reproduire. C'est un masque autant qu'une armure, quoi. Exactement, on pourrait dire que tout à fait, c'est pertinent, c'est un masque et c'est une armure. Et puis quand on grandit et quand on vieillit, cette armure rouille. Et donc nous étouffe, nous contraint, nous oblige à finalement aussi à avoir des convictions sur nous-mêmes, des croyances, des perceptions, des ressentis qui deviennent des fardeaux, c'est-à-dire qui nous alourdissent, qui nous coupent de nos réelles ressources, qui nous coupent de ce que nous sommes fondamentalement, et donc qui vraiment amenuisent notre vitalité, notre contact avec la vie. Alors c'est vraiment votre couleur en tant que thérapeute, l'enfant intérieur. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs raisons à cela, mais la raison finalement la plus importante, c'est l'expérience intime, personnelle, que Marie-France et moi-même avons chacun fait de notre côté de l'enfant intérieur. Moi, j'ai commencé ma première psychothérapie à l'âge de 18 ans. Et quand j'ai commencé ma première psychothérapie, j'étais habité vraiment par une sensation très prégnante, très forte, qui est que j'allais devenir un adulte mort-vivant. C'est-à-dire, oui, j'allais construire sans doute une vie, faire des choses, mais fondamentalement, j'allais être coupé de moi. Et quand je ressentais ça, j'avais des images de moi enfant. J'avais vraiment le sentiment d'avoir perdu plein de petites facettes du petit Emmanuel. Le petit Emmanuel complètement confiant dans sa poussette, le petit Emmanuel joyeux. Beaucoup de facettes de moi, en fait, durant l'enfance, s'étaient éteintes, exilées, dissimulées. Et donc, quand j'ai commencé ma première psychothérapie, ce n'était pas une psychothérapie sur l'enfant intérieur, évidemment, puisque personne n'en parlait, mais je l'ai fait avec cette intention, retrouver l'enfant en moi. Donc ça, c'est vraiment mon expérience personnelle, et celle de Marie-France, c'est à peu près analogue avec l'idée de retrouver cet enfant. Donc ça, c'est notre couleur personnelle, je dirais. Et puis ensuite, c'est devenu notre métier, ça s'est imposé comme notre axe thérapeutique parce que la thérapie de l'enfant intérieur, c'est à mon sens une des thérapies à la fois les plus humaines, les plus intégratives, les plus profondes qui soient aussi. Elle interroge vraiment l'humain dans toute sa globalité. C'est une démarche émotionnelle, corporelle, affective, relationnelle, spirituelle. Donc c'est vraiment un tout. Et fondamentalement, à travers ma propre expérience, ce que j'ai découvert aussi, c'est que l'enfant intérieur, c'est la vie en nous. C'est le vivant. C'est le corps vivant. C'est l'art de jouir pleinement du plaisir de la vie, du plaisir de la vitalité en soi. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi une thérapie essentielle. Elle redonne, elle ressuscite, on pourrait dire presque. Elle ressuscite les êtres. Ça fait penser à Jésus. Il faut avoir le cœur semblable à un tout petit enfant si on veut voir le royaume.
tout à fait. L'image de l'enfant intérieur, je parlais tout à l'heure de comment cet enfant intérieur appartient à notre inconscient collectif. Du coup, c'est une image qui peuple beaucoup, enfin la plupart des spiritualités abordent la notion d'enfant intérieur. On la retrouve dans le bouddhisme, on la retrouve bien sûr dans le christianisme, on la retrouve, dans beaucoup de religions. Après, ce qui est paradoxal, c'est que justement, dans beaucoup de religions ou dans des systèmes un peu comme ça, il y a une austérité, et justement, il y a souvent, à la fois, il y a le symbole de l'enfant, mais il y a aussi quelque chose de très mortifiant. Alors ça, c'est peut-être, oui, c'est sans doute aussi alors, il y a un aspect religieux qui se met, ou même parfois spirituel, qui se méfie du corps et de la jouissance. Or, la thérapie de l'enfant intérieur est une thérapie de la jouissance, réellement. Alors, pas jouissance sexuelle. Alors, bien sûr, au sens complètement global du terme, c'est-à-dire il n'y a pas de jouissance sexuelle uniquement, mais de la jouissance des sens, de la jouissance qu'apporte la sensation d'être vivant, d'être en lien avec les autres, avec les animaux, avec le monde. Donc il y a cette notion qui est fondamentale et que l'on remet vraiment dans la thérapie de l'enfant intérieur au centre de la démarche, parce que c'est aussi une démarche qui a été un petit peu abîmée par la théorie freudienne, où finalement on s'est méfié, Freud en parlant des pulsions, en limitant une perception du vécu psychique comme un problème de pulsion, etc., il a aussi continué à valider l'idée qu'il faut se méfier de notre corps, qu'il faut se méfier de cette énergie de vie qui nous habite. Alors, du coup, ça rejoint un peu ce que tu as commencé à dire, mais pourquoi est-ce qu'on perd le contact avec cet enfant intérieur ? On perd le contact avec l'enfant intérieur parce que cet enfant, quand on est en fait un enfant, a un contact, on pourrait dire, à une forme d'intelligence intuitive, un contact inné avec des compétences naturelles que sont la joie, la vitalité, l'amour, des formes de spiritualité aussi. Et tout cela, en fait, dans un contexte d'incarnation humaine et dans un contexte, des contextes familiaux divers et variés, mais aussi dans des contextes où l'enfant est petit et il a besoin des adultes pour grandir, pour apprendre. Eh bien, tout ça oblige les parties du self, les parties du soi fondamental, du soi enfantin, à se dissimuler pour ne pas être détruites, pour ne pas prendre le risque, en fait, d'être impacté au point d'être détruit. Donc finalement, l'enfant intérieur, ce sont des parties de nous qui se sont dissimulées pour nous protéger nous-mêmes. Mais il y a aussi des parties de l'enfant intérieur dont on ne parle pas souvent, mais qui sont aussi des parties de l'enfant intérieur, de l'enfant que nous avons été, que nous intégrons, qui n'ont pas été jugés, non conformes, rejetés. Et donc, qu'en tant qu'adulte, on a intégré. Il y a des adultes joyeux, il y a des adultes pas complètement dévastés. Voilà, spontanés, plein de vie, créatifs. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont gardé des dimensions de leur enfant intérieur en eux. Dans la thérapie de l'enfant intérieur, ce qui est fondamental, c'est que pour la thérapie de l'enfant intérieur, je le rappelle d'ailleurs parce que c'est important, c'est Marie-France et moi qui avons conçu en fait la thérapie de l'enfant intérieur. C'est-à-dire que nous sommes les premiers à avoir formalisé les contenus théoriques, phénoménologiques et pratiques de cette thérapie. Donc, pour faire ça, on s'est inscrit bien sûr dans la lignée de tous les grands spécialistes depuis Jung qui ont travaillé sur l'enfant intérieur. Mais cette thérapie n'avait jamais été vraiment formalisée. Et ce qui est au cœur de la thérapie de l'enfant intérieur, c'est qu'on va considérer l'origine de la souffrance et des difficultés, des problématiques humaines comme le résultat d'un écart et d'une tension entre d'un côté ce qui est là, réel, bien réel, même si c'est subjectif ou objectif, mais qui est jugé non conforme et donc rejeté. Donc des facettes de l'enfant intérieur. Et de l'autre côté, un autre état qui est ce qui est irréel, qui n'est pas là, mais qui est jugé conforme, qui est idéalisé et donc recherché. Donc en grandissant, c'est comme si il y avait comme ça un écart entre ce que je suis et ce que l'on me dit que je dois devenir, entre la vie unique et spécifique qui m'appartient et la vie que d'autres veulent pour moi. Et cet écart qui se creuse peut, chez l'être humain, créer un état de tension tel
qu'il génère des difficultés, des problématiques et de la souffrance. Et le but de la thérapie de l'enfant intérieur, c'est finalement de résoudre cette problématique d'écart et de tension en revenant vers ce qui a été jugé non conforme, qui a été rejeté et qui pourtant nous appartient en propre et est fondamental pour nous permettre de grandir et de nous accomplir. Ça soulève une idée qu'en fin de compte, on arrive au monde avec déjà en nous une forme de noyau, de cœur, qui contient déjà, en fin de compte, toute la compréhension et tout le chemin dont on a besoin, quoi. Exactement. Peut-être qu'on pourrait rapprocher ça de la théorie telle qu'elle est établie aujourd'hui du Big Bang. C'est-à-dire que le bébé univers, c'est un akène, un noyau, plus petit qu'un grain de sable, dans lequel se trouve toute l'information qui va faire naître l'univers. On pourrait considérer que de la même manière, un enfant qui naît a été d'abord un akène, qui possède toute l'information dont il a besoin pour s'accomplir. Mais en grandissant, cette expansion connaît des difficultés, des contraintes, etc. Et donc, l'idée, c'est qu'en effet, l'enfant possède un soi propre et qui a besoin d'être reconnu, d'être soutenu pour pouvoir s'accomplir pleinement et tranquillement, ce qui est rarement le cas. D'où l'idée de revenir à ce soi enfantin fondamental. Mais l'existence du soi enfantin n'est pas théorique, elle est réelle. Tous les parents constatent l'intelligence de leur enfant, l'intelligence innée, leur profondeur. Tous les auteurs, les philosophes ou même des personnes, enfin des maîtres spirituels, ça, tous ont constaté cette existence d'un soi fondamental chez l'enfant, hein, mais qui, pour se préserver, pour ne pas être détruit, est obligé en partie de créer une dissimulation. Hein. On le sait aujourd'hui, les bébés sont des as de la dissimulation. Un bébé sait parfaitement se dissimuler et se conformer en fait à ses parents pour obtenir une réponse à ses besoins. C'est vital, sinon, s'il n'obtient pas une réponse à ses besoins, il risque de mourir. Donc le processus d'adaptation, pour moi, de suradaptation, même si finalement c'est un processus qui nous crée de la souffrance, c'est un processus aussi intelligent, adaptatif dans le bon sens du terme, qui permet de préserver et de protéger le meilleur de nous-mêmes. C'est pourquoi, pour moi, l'incarnation, c'est vraiment une idée d'une quête. C'est-à-dire, on arrive avec quelque chose de fondamental en nous, et toute notre vie durant, on aura pour quête l'idée de le retrouver, de le rendre à nouveau accessible, de l'incarner à nouveau. Ouais, ça fait presque penser un peu au mythe de la chute du ciel, quoi. Exactement. Exactement. Et donc, c'est ce que Jung décrit dans le processus d'individuation. Ah, alors ça, c'est très paradoxal, l'individuation. Parce qu'il y a quelque chose que je trouve très très paradoxal, c'est que pour être vraiment relié aux autres, le secret, en fait, c'est de vraiment devenir l'individu que je suis. Alors, c'est pas tout à fait exact, en réalité. Okay. Hein, l'individuation, à cause du terme d'individu à l'intérieur, est souvent mal comprise. Or, l'individuation est un processus interrelationnel. Il n'est pas un processus qu'individuel. On ne peut pas s'individuer sans l'autre. Hein. C'est pour ça que même s'il existe un soi, il existe aussi un intersoi, c'est-à-dire un soi qui ne peut exister que parce que je suis avec d'autres soi. D'accord. Donc le processus d'individuation, c'est un équilibre entre à la fois la nécessité de me rendre plus existant et d'aller à la recherche de ce qui va me rendre plus intègre et plus complet, mais ça n'est pas possible sans les liens aux autres et l'interrelation en fait que j'ai avec les autres. Hein? Donc on ne peut pas devenir soi sans autrui. On ne peut pas devenir soi sans le contact avec les autres, sans le contact avec la nature, avec les animaux, avec notre monde, avec la Terre. Le processus d'individuation est un processus hautement interrelié. Ah ouais. Et c'est un aspect de la pensée jungienne qui est souvent passé sous silence, ou qui est mal comprise en fait. Or, Jung est le premier, à travers ses propres expériences, à avoir démontré comment en fait un processus qui paraît individuel est en fait profondément interconnecté aux autres.
On parle de Jung comme d'un grand théoricien, mais on oublie de dire comment les femmes autour de lui ont été fondamentales. Sa femme, Emma Jung, ou Marie-Louise von Franz, Tony, beaucoup de ses proches ont été extrêmement inspirateurs, structurants pour lui. Donc on pourrait dire que Jung, c'est le résultat d'un travail de groupe en réalité. Hein. Je me demande parfois si d'ailleurs, tu dis quelque chose de passionnant dans une autre interview, où tu dis que un enfant n'est pas une île. Ça veut dire que quand un enfant, par exemple, démontre un symptôme dans une famille, il est problématique pour des raisons X ou Y, c'est jamais uniquement le fait de l'enfant, c'est toujours systémique, c'est toujours... Et je me suis posé la question, mais en fait, y a-t-il quoi que ce soit qui soit une île dans cet univers? Moi, je pense pas, enfin, pas en tout cas au niveau de notre nature d'être humain, en fait. Je pense que tout ce qui arrive, en fait, nous appartient à tous à un certain niveau. Oui, c'est pour ça que j'aime beaucoup dans le travail sur l'enfant intérieur l'aspect de responsabilité individuelle que nous avons dans des process qui concernent la souffrance. C'est propre aussi à la pensée bouddhiste. C'est l'idée que dans la thérapie de l'enfant intérieur, nous avons la responsabilité de notre propre souffrance, de nos blessures, que nous avons à penser, à guérir, pour ne pas laisser dans ce monde la trace de ce qui a été lourd, de ce qui a été souffrant. Hein. Et pourquoi? Parce que nous avons pour mission de soulager le monde, de l'alléger en fait. Et chaque fois qu'une personne se libère en thérapie, c'est le monde qui se libère à travers elle. Hein. Et c'est un aspect très important. Et donc nous sommes tous unis. Hein. Et on ne peut pas être un thérapeute de l'enfant intérieur si on n'a pas cette conscience élevée de comment je suis tous les êtres humains. Je suis connecté, je ne suis pas isolé. Et donc ce que je fais, je le fais aussi pour l'humain en fait. Hein. Pour l'humain autour de moi et pour l'humain à l'intérieur de moi. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est ton approche et ta personne qui ont fait que j'ai eu envie que tu sois mon thérapeute. Et il y a une raison notamment, c'est que je trouve que tu as une façon très particulière d'être fort. Plusieurs fois, tu m'as impressionné par ta capacité, par exemple, à ne pas savoir ou à être... le mot, c'est pas être faible, mais en fait, tu as une capacité à être faible qui est forte. Enfin, je sais pas comment dire. et justement, j'aimerais bien que tu parles de ça. Alors, c'est quoi dans la méthode Cœur d'enfant, donc la méthode que tu as créée, c'est quoi être fort? Alors, dans le travail sur l'enfant intérieur, être fort, c'est être petit. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas développer de puissance sur soi. D'abord, on n'a pas de pouvoir sur les autres, ni de puissance sur les autres. Ça c'est vain et c'est une illusion de croire qu'on a du pouvoir. On peut exercer un pouvoir sur les autres, mais ça s'appelle de la violence. La puissance est uniquement sur soi. Mais on ne peut avoir de puissance sur soi que si on est conscient, pleinement conscient de notre vulnérabilité. Nous sommes, en tant qu'être humain, fondamentalement vulnérables. Et il y a une sorte d'alchimie à l'intérieur de l'enfant intérieur, du concept d'enfant intérieur, qui est à la fois d'être conscient qu'il faut aller chercher le plus petit en soi pour être relié au plus grand que soi. Hein? Et donc pour moi c'est ça en fait, la puissance peut venir du fait d'être relié au plus grand que soi, mais elle peut venir aussi du fait d'être relié au plus petit en soi. Et de même la vulnérabilité naît du contact avec le plus grand que soi, on se rend compte qu'on n'est rien. On est un grain de sable dans l'univers, et encore, peut-être même moins qu'un grain de sable. On est des êtres humains, on est tous concernés par la finitude, par la maladie, par le vieillissement. Et en même temps, on est aussi vulnérable quand on connecte le plus petit en soi. Hein? Alors ça signifie en tant que thérapeute de l'enfant intérieur qu'un thérapeute n'est jamais un sachant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je ne sais, je ne le considère pas comme un savoir au sens propre du terme. Je le considère comme quelque chose ayant un intérêt parce que ça peut avoir une fonction. C'est-à-dire une fonction dans l'accompagnement que je propose. Donc quand j'accompagne les personnes, je ne leur dis pas de croire en ce que je leur dis. Mais ce que je leur dis peut avoir une fonction, peut déclencher une réflexion personnelle, peut déclencher un mouvement interne, peut déclencher des interrogations. Bref, mettre en mouvement. En tant que thérapeute, du coup, c'est très important de jamais être en position de sachant,
même si on a bien sûr des longueurs d'avance sur les personnes qu'on accompagne. C'est pour ça qu'on est à cette place. Bien sûr qu'on a une expertise. Bien sûr qu'on a des savoirs. Bien sûr qu'on a une expérience. Alors par exemple, c'est quoi ne pas savoir? Mais ne pas savoir, c'est savoir que le mystère appartient à l'individu qu'on accompagne. Les processus de guérison, moi je connais les processus de guérison qui appartiennent au travail sur l'enfant intérieur, mais la façon dont ils vont être vécus, la façon dont la personne qui travaille sur l'enfant intérieur s'en empare, et c'est toujours unique, c'est toujours spécifique, toujours étonnant. Par exemple, je donne un exemple, je me rappelle d'une de mes patientes, dans le travail sur l'enfant intérieur, il y a l'idée qu'on peut symboliser des parties de l'enfant en soi. Donc c'est ce qu'on appelle la peluche câline. D'ailleurs, il y en a une dans mon cabinet, enfin il y en a plusieurs. La peluche câline ou la symbolisation de l'enfant intérieur, c'est une façon de rendre, d'externaliser une part de soi pour prendre conscience de sa présence, mais aussi pour communiquer avec elle en fait, hein, pour créer un pont de soi à soi. Parce qu'au départ, les gens n'ont pas de contact inné avec leur enfant intérieur. Donc ça semble conceptuel pour eux, ça semble un peu théorique. Mais c'est quelque chose de très pratique, une expérience très prégnante. Donc la symbolisation, c'est un moyen très efficace. Mais je me souviens d'une de mes patientes qui a transformé cette pratique en quelque chose de phénoménal. C'est-à-dire qu'elle a payé une place de théâtre à sa peluche, elle est allée au théâtre, elle a mis sa peluche sur le fauteuil, et quand un homme est arrivé pour dire « Excusez-moi, vous pouvez enlever votre peluche, j'aimerais m'asseoir là », elle dit « Non, j'ai payé ma place, c'est pour mon enfant intérieur ». Et elle mangeait à table avec sa peluche, etc. Et un jour, elle me dit « Emmanuel, tu ne crois pas que c'est un peu trop là peut-être ?» Et je lui dis « Écoute, non, je crois que ce que tu es en train de faire, même si c'est très intense en fait, c'est fondamental, c'est ta façon unique et spécifique de créer un vrai rapport, un vrai lien avec l'enfant en toi. Et donc elle s'est vraiment emparée de cette pratique, elle l'a rendue assez unique et spécifique, c'est l'une des rares personnes que j'ai accompagnées à aller aussi loin, et c'est ce dont elle avait besoin. Oui, bah, ça me fait penser à, de façon différente, mais c'est le fait aussi d'avoir suffisamment foi en soi pour jouer avec le réel. Et enfin, ça fait penser un peu à l'acte psychomagique de Jodorowsky. Oui, tout à fait. Puis dans le sens aussi que de toute façon, la thérapie de l'enfant intérieur, c'est une thérapie ludique. C'est une thérapie créative, c'est une thérapie qui utilise l'imaginaire, c'est une thérapie... on pourrait dire presque primordiale, archaïque, dans le sens où elle réintègre les rituels, comme étant finalement la psychothérapie antique, mais qui a toujours fonctionné. Et donc ça permet aux individus qui vont à la recherche de l'enfant intérieur de se sentir beaucoup plus créatifs, beaucoup plus libres, et aussi de se libérer d'une chose qui est fondamentale, de l'impression qu'ils sont le fruit de leur passé. Ça, c'est fondamental. Personne n'est le fruit de son passé. C'est l'enfant adapté qui est comme ça. Oui, l'enfant adapté est le fruit de son passé. Il est la conséquence des vécus douloureux ou traumatiques de son passé. Ça, c'est l'enfant adapté. L'enfant intérieur dépend de la relation que nous créons avec notre passé, mais aussi avec notre présent et notre futur. C'est pour ça qu'il est essentiel de rappeler que dans la thérapie de l'enfant intérieur, il n'y a jamais de régression. On ne retourne pas dans le passé, on ne revit pas les événements traumatiques. C'est pas faire le bébé. Non, pas du tout. Hein, surtout pas. Ça n'apporte rien. Ou revivre des épisodes douloureux, ça n'a aucun intérêt si ce n'est de retraumatiser et encore de consolider nos structures de survie, d'autoprotection. Oui, alors sauf si on retourne dans les épisodes douloureux, mais en acteur, en ajoutant... Alors, du coup, il y a des techniques en effet pour revenir dans le passé, mais pour apporter des réponses différentes. Mais même quand je fais ça, je prends garde, par exemple, je donne un exemple, je prends garde à figer les scènes. C'est-à-dire que si on retourne dans une scène du passé, cette scène apparaît sur un écran, elle est forcément immédiatement connectante en termes d'émotion, de ressenti, mais tout de suite on fige la scène. On fige la scène de façon à ne laisser que l'enfant intérieur être vivant, et l'adulte va pouvoir entrer dans l'écran et aller chercher l'enfant et répondre à ses besoins, écouter ce qu'il ressent, etc. On laisse que l'enfant vivant. Oui. Donc si on se souvient d'une scène où... C'est très important pour notre cerveau, pour que notre cerveau enregistre que le passé est passé. Or, la conséquence de nos blessures, de nos traumas, c'est que notre cerveau croit que le passé n'est pas passé. C'est un passé qui ne passe pas et qui se reconduit sans cesse.
hein. Ça, c'est aussi une principale méprise sur la thérapie de l'enfant intérieur. Beaucoup croient que c'est une thérapie qui travaille sur le passé, qui est régressive, où on recherche des souvenirs, alors qu'on sait que plus on recherche des souvenirs, plus on les modifie et plus on en crée de nouveaux. Donc on ne travaille pas comme ça. Ça ne veut pas dire que des souvenirs ne peuvent pas émerger et qu'on ne va pas travailler dessus, mais tout doit passer avant tout par le corps. Hein, c'est le corps vraiment la base du travail sur l'enfant intérieur. On est dans le corps, on est dans les sensations, les émotions du corps, ici et maintenant, dans le présent. Hein, le corps, c'est un peu le temple de l'enfant intérieur. Et c'est toujours à travers le corps que l'enfant intérieur s'exprime en premier lieu. D'une certaine façon, c'est comme retrouver une forme de voix naturelle oui. qu'on avait à l'origine. Tout à fait. Tous les enfants sont naturellement symbolisants, sont naturellement très créatifs, très... Oui, souvent avec Marie-France, mais on ne le fera jamais, mais souvent on rigole, on se dit on devrait prendre une photo des personnes qui arrivent par exemple en thérapie de groupe au début et des photos à la fin. Oui, parce que il y a des transformations physiologiques visibles. Leur façon de marcher, leur façon d'être en mouvement n'est plus du tout la même. Ils retrouvent quelque chose en effet de plus naturel, ils retrouvent une énergie vitale qui circule davantage. Comme on travaille sur le soi, il n'est pas rare aussi de voir que les personnes sont beaucoup plus éclairées en fait. Hein, il nous est arrivé pendant plus de 15 ans, on a fait un rituel de baptême par immersion complète. En Ardèche, durant un stage, c'était le stage Guérir son enfant intérieur. Donc on faisait des baptêmes. Et tout le monde était surpris parce que là, c'était un phénomène extrêmement visible, à quel point, à la fin d'un baptême, quand les gens sortaient de l'eau, ils étaient éclairés de l'intérieur. C'est-à-dire que la lumière du soi se voyait véritablement. Et ce sont des phénomènes qu'on a constatés qui duraient entre une demi-heure et pour certaines personnes, parfois 2-3 heures. Cette lumière de l'intérieur, c'est ce qu'on voit sur les icônes chez les saints. Mais il n'y a pas que les saints qui ont une lumière intérieure. Il n'y a pas que les saints qui ont un soi. Tout le monde en a un. Donc au cœur d'enfant, dans les pratiques sur l'enfant intérieur, il y a vraiment beaucoup de pratiques qui réveillent le self, qui réveillent le soi, qui font réapparaître quelque chose à la fois d'enfantin et de lumineux. Et ça se voit, c'est réel. C'est une expérience objective. Extraordinaire. J'avais plusieurs questions. Alors, quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ton approche, c'est que tu fais une différence entre ce que tu appelles l'agressivité naturelle, ce qu'on pourrait appeler une agressivité vertueuse, saine, en place, et la violence. Alors, quelle est la différence ? C'est fondamental. C'est une différence fondamentale. Pourquoi faire cette différence ? Parce que on pourrait dire, même si c'est un peu une simplification ce que je vais dire, tous les enfants finalement vivent différents vécus qui ont pour objectif d'amoindrir ou de contrôler leur agressivité naturelle. Or, l'agressivité naturelle, qui est le propre de l'être humain, on trouve ça aussi naturellement chez les animaux, mais je veux dire, l'agressivité naturelle chez les êtres humains, c'est une chose fondamentale, parce que c'est une force qui permet de défendre son territoire. Et chez l'enfant, cette force naturelle, on considère l'agressivité naturelle comme une force identique à la vitalité, c'est-à-dire c'est un réservoir intérieur inné. D'accord ? Et cette force permet de défendre son territoire intérieur, son territoire, et c'est à l'intérieur de ce territoire que l'enfant va pouvoir faire grandir l'amour de soi, la confiance et la sécurité. Toute agression ou empêchement de l'expression de cette agressivité est le fait de la violence. D'accord ? Au cœur d'enfant, on travaille beaucoup sur des notions qui sont un peu oubliées en thérapie, des notions que sont la non-complaisance et l'indignation. Parce qu'en tant qu'être humain, nous vivons tous un paradoxe, c'est que l'être humain peut être violent, or l'être humain n'est pas fait pour la violence. La violence endommage nos connexions neuronales, endommage notre cerveau. Donc c'est un paradoxe, mais pas l'agressivité. L'agressivité, c'est ce qui empêche la violence. L'agressivité, c'est ce qui dit stop à la violence, c'est ce qui s'indigne d'être violenté. Donc c'est pour ça que quand en thérapie on travaille sur l'enfant intérieur, les individus retrouvent leur agressivité naturelle, retrouvent le moyen de se positionner de manière indignée et juste vis-à-vis de tout comportement violent.
Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'agression. L'agression, ce sont tous les comportements, les mots, les comportements, même des ambiances, parfois des contextes, où on essaye de prendre le pouvoir sur l'autre, de le contrôler, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'agression. Mais dans l'agression, communément, on parle de violence. Mais il s'agit d'agression quand il y a juste pour objectif de contrôler l'individu, de lui demander de faire ce qu'on attend de lui. Voilà. La plupart des enfants vivent différentes agressions durant leur existence. La violence, c'est encore le stade au-dessus. Car la violence a pour objectif, conscient ou inconscient, de détruire l'autre. Donc là, il y a encore un autre phénomène qui est beaucoup plus grave, puisque l'enfant peut subir des violences, c'est-à-dire des comportements qui ont pour objectif de détruire son existence. Pourquoi, alors ça interroge, pourquoi des parents ou pourquoi des adultes voudraient détruire l'enfant? Ce n'est pas l'enfant réel qu'ils veulent détruire, c'est l'enfant qu'ils projettent, qu'ils voient. Parce que plus on est coupé de soi, plus les dimensions douloureuses en nous sont des dimensions qu'on ne veut pas voir, donc qui restent dans notre ombre, et qu'on va projeter sur les autres, et plus particulièrement sur l'enfant. Donc parfois on veut détruire un enfant, ce n'est pas l'enfant que l'on a fait naître et qui est devant nous que l'on veut détruire. C'est le fait que cet enfant, d'un seul coup, on voit chez lui une faiblesse ou une souffrance ou quelque chose qui nous est insupportable encore. Tout ce qu'on refuse de nous-mêmes. Oui, tout ce que l'on refuse de nous-mêmes, qu'on rejette, qu'on renie de nous-mêmes. Et donc ce phénomène entraîne le risque d'une violence sur l'enfant. Parce que sinon, s'il n'y a pas ce système projectif, suite à une agression, l'adulte tout de suite se ressaisit. Il est bien en contact avec l'humain qui est en face de lui, il est bien en contact avec la vulnérabilité et la sensibilité de l'enfant, et donc, suite à une agression, un adulte aura toujours un mouvement de recul et ensuite d'excuse, de dire « c'est pas ok ce que je viens de faire, c'est pas ok ». Donc moi je travaille souvent, il m'est arrivé de travailler avec des parents entre guillemets violents, c'est-à-dire qui pouvaient frapper leurs enfants, etc. Et souvent ce sont des phénomènes d'agression qui sont liés à des déconnexions d'eux-mêmes, et très rapidement, ces parents, on peut, grâce à la thérapie, leur permettre de se positionner à nouveau de manière juste, et peu à peu, les phénomènes d'agression disparaissent. C'est plus complexe avec des personnes qui sont enfermées dans la violence, parce qu'ils ont une volonté destructrice en eux. Premier stage que j'avais fait avec vous il y a 15 ans, j'avais été très impressionné par ta réaction, et ça m'avait beaucoup plu. Enfin, ça m'avait donné envie de comprendre. On était tous en groupe et puis chacun racontait un peu pourquoi il était là. Donc évidemment, chacun racontait ses bobos, quoi. Voilà. Et donc, et à un moment donné, il y a une dame qui dit, vous savez, moi, je suis une éponge. Quand vous avez fait le récit de toutes vos souffrances, moi, j'ai tout pris et tout. Et tu lui avais dit cette phrase, je me rappelle, tu lui avais dit non, c'est toi qui refuses ta propre violence. Et je me rappelle de ça parce que sur le coup, elle avait fait comme ça, elle avait pris le truc. Et puis après, c'était passé en elle en fait. Elle avait pleuré, elle avait dit oui, c'est vrai. Et ça m'avait beaucoup impressionné ça. Et un des principaux obstacles à l'enfant intérieur, c'est qu'on refuse notre violence. Alors, non. Moi, je suis dans la thérapie sur l'enfant intérieur, on travaille sur l'humain. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'humain est violent. D'accord. Donc, tout le monde n'est pas violent. Donc moi, je ne suis pas violent. Non, je ne détruirai jamais un individu. Je peux être agressif, je pourrais à la rigueur parfois tomber dans l'agression, et les rares fois où ça m'est arrivé, tout de suite, je fais plus que m'excuser. Je dis à quel point ça me fait moi-même souffrir et que c'est inacceptable. Donc il faut arrêter de cesser de... Enfin, il faut cesser de croire que les êtres humains sont faits pour la violence et pourraient être violents. Non. La violence est liée à des fonctionnements particuliers qui nous amènent à finalement nous éloigner tellement de ce qu'est être humain que finalement on peut commettre l'irréparable. Donc tout le monde n'est pas violent. Par essence, ça n'est pas possible d'être violent si on est humain. Tu penses? Oui, et ça c'est fondamental. Mais à l'origine, on est quand même des prédateurs. Et qui a raconté ça? On mange les lapins, enfin on mange des trucs. Tu vois, non, mais on est des prédateurs quoi.
on se nourrit d'autres êtres qui sont sensibles, tu vois. Bien Donc sûr. un côté violent quand même. Mais cette violence-là, elle est pas la violence de la destruction d'autrui pour le plaisir, ou pour la jouissance, ou pour la domination. Elle est pour manger. Même si je suis quand même d'accord avec toi que, d'un certain point de vue, nous avons en tant qu'être humain un problème avec la violence. Hein, et que oui, même si je ne suis pas fondamentalement violent, je participe d'une violence systémique, quand même. Hein, puisque, en effet, notre façon de traiter la terre ou les animaux est quand même loin d'être acceptable, parce que, justement, nous chosifions à tel point notre environnement, ou les animaux, que nous outrepassons le fait que nous tuons pour manger. Non, nous faisons plus que ça du coup. Nous tuons pour consommer en masse, nous tuons n'importe comment, nous tuons de manière souvent inhumaine. Donc tu comprends, on peut considérer en tant qu'être humain qu'on participe ou qu'on collabore d'une certaine violence systémique. Oui, mais ça n'est pas lié à notre nature fondamentale. Le fait est qu'un jour, et ça m'est arrivé, le fait est qu'un jour, je me suis intéressé à un documentaire sur la façon dont on traitait les animaux, dans l'alimentaire, dans l'habillement, etc. J'ai regardé ce documentaire, j'ai été tellement horrifié, impacté, que je n'ai pas mangé d'animaux pendant 2 ans. Je ne pouvais plus manger un seul animal. Ah oui, oui, oui. Tu vois, donc l'impact était, voilà, était réel, c'est-à-dire que j'avais contacté de manière empathique le fait que la façon dont on traite les animaux n'est pas acceptable. C'est une évidence. Hein, mais il n'y a pas que les animaux qui sont concernés. La façon dont on traite les enfants est toujours inacceptable. Oui, mais ce que je comprends pas alors, c'est la violence ne fait pas partie de l'être humain, mais alors pourquoi elle est à ce point partout? Alors elle vient d'où alors si elle n'est pas intrinsèque à l'humain? Elle vient, pour moi, du fait que, en tant qu'être humain, nous apprenons dès le départ à nous couper de nous-mêmes, à nous couper de la vie, à nous couper donc de la vie, du sensible et du vulnérable qui nous fonde en tant qu'être humain. Et cet éloignement de ce noyau nous fait commettre, bien sûr, des comportements d'agression, voire même de violence. Donc, en tant qu'être humain, même si on collabore plus ou moins à la violence, parce que de toute façon, on mange, donc les animaux sont tués, on ne les tue pas nous-mêmes, mais bon, on les mange quand même. De toute façon, notre responsabilité est quand même de réduire au maximum notre propre impact sur le monde à travers notre propre souffrance que nous avons à transcender. Hein, et notre impact possible en termes d'agression sur les autres, sur l'environnement, etc. Ok. Alors il y a aussi quelque chose qui est assez central, surtout depuis vos derniers livres, vos enfants ne sont plus vos enfants, vos parents ne sont plus vos parents, c'est le fait de s'émanciper de ses parents. Et alors paradoxalement, parce que tu dis que l'enfant intérieur c'est une période de la vie, mais alors paradoxalement, affirmer son enfant intérieur c'est aussi s'émanciper de ses parents. Ce qui est au cœur aussi du travail sur l'enfant intérieur, c'est la relation forcément avec la famille. Hein, la famille d'où l'on vient, notre famille d'origine, mais la famille que l'on crée aussi. Nous avons une vision assez systémique et particulière de la famille comme étant non pas le lieu de l'amour et du meilleur accueil possible, mais l'idée que la famille c'est un creuset, et pour reprendre les mots de Virginia Satir, une grande thérapeute familiale, c'est l'endroit où on fabrique des gens. Donc grosso modo, nos expériences dans la famille sont à la fois nourrissantes, elles peuvent être affectives, nourrissantes et aimantes, mais ça n'est pas ce qui caractérise la famille. La famille n'a pas pour but d'aimer simplement et de choyer et de nourrir. Non, la famille a pour but de créer des personnes. Ça sous-entend que dans tous les systèmes familiaux, on occupe une place, on nous donne une fonction dès l'enfance. On prend des fonctions vis-à-vis des adultes, car on demande à beaucoup d'enfants d'être adultes ou d'être le parent de leurs parents, etc. Autant de fonctions qui sont extrêmement violentes et blessantes pour un enfant. Donc, il y a dans l'expérience de la famille quelque chose dont il faut absolument s'émanciper et dont il faut sortir, c'est comment ma famille a voulu me construire. Donc, pour intégrer son enfant intérieur, il faut quitter sa famille.
c'est-à-dire précisément quitter les rôles et les fonctions que d'autres ont voulu m'imposer. Car personne ne choisit consciemment d'être le malade du système ou le sauveur, etc. D'accord, alors quand tu dis quitter, ça veut dire ne plus collaborer, Voilà. ne plus endosser ces costumes qui sont vécus par le système familial comme un moyen de cohésion, d'accord, alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont finalement un moyen d'oppression du vivant et de la spécificité, de l'unicité de chacun. Mais attention, quitter sa famille, ça veut dire quitter sa famille concernant cela, mais ça ne veut pas dire ne pas être en lien avec sa famille. Car mon idée, c'est que finalement, la famille est le lieu des loyautés au départ. Et nous avons à apprendre avec notre famille d'origine à quitter les loyautés pour proposer des alliances, c'est-à-dire un lien beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré, qui revient à quelque chose de plus équidignitaire et respectueux. Hein? Ça ne veut pas dire que ça va être possible dans toutes les familles. Parfois, on constate que certains parents ou certains membres de la famille n'acceptent pas l'alliance. Ils ne veulent pas fonder leur lien sur un respect profond des individualités, sur une vie affective, respectueuse, etc. Donc dans ce cas-là, nos liens sont limités, nos relations sont limitées. Mais pour avoir accompagné beaucoup de gens, parfois dans des situations extrêmes, les situations d'alliance, j'ai même vu des personnes, j'ai vu un père qui avait battu et violé sa fille, qui au moment de mourir a fait un acte d'alliance très fort qui a permis à sa fille de pouvoir s'émanciper de sa famille et d'être sauvée. Tu peux pas dire ce qu'il a fait? Ben, en fait, c'est un homme qui a 4 enfants, donc 3 fils et une fille. Et donc, cette fille a eu la fonction et la place à la fois de bouc émissaire et de sauveur. Ça voulait dire qu'elle prenait les coups et qu'elle endurait, mais elle était missionnée pour être l'amour incarné dans la famille. Parce que tout le reste était assez violent. Et donc, cette femme a été battue toute son enfance et violée par son père et l'un de ses frères. Et ce système familial très inique a toujours à la fois rejeté et utilisé cette personne au point finalement de la mettre dans une situation où un peu de temps avant que le père ne meure, cette femme se retrouvait complètement déshéritée, en fait. D'accord. Et même endettée auprès de sa famille, parce que ses parents lui avaient donné un appartement en lui disant qu'ils lui donnaient, qu'il n'y avait pas de problème, mais c'était un mensonge, et donc ils lui réclamaient 30 ans de loyer. Donc non seulement elle avait été violée, battue, chaque fois opprimée, etc., mais en plus elle devait payer à sa famille. Et au moment de mourir, donc j'avais proposé des positionnements de cette femme vis-à-vis de son père, de s'indigner, de ne plus accepter en fait la violence, de la dénoncer, etc. Et au moment de mourir, cet homme a dit à cette femme, sans forcément prendre toute la responsabilité de ce qu'il avait commis, mais au moins il a fait ça, il a dit à sa fille, écoute, la famille, la façon dont je t'ai traité, la façon dont la famille t'a traité n'est pas juste. Il existe une loi que tu peux utiliser et qui fait que tu ne payeras rien et que tu pourras garder cet appartement, etc. Donc, au moment de mourir, cet homme lui a donné une clé. Et elle, en sauveuse, qui voulait que toute la famille aille bien et ne soit pas dérangée, elle n'a pas voulu prendre cette clé. Et je lui ai dit, c'est un acte d'alliance, tu dois prendre cette clé, etc. Elle l'a fait et donc ça a changé sa vie sur beaucoup de plans, pas uniquement que matériel d'ailleurs. Bien sûr. Donc du coup, j'ai aussi un autre exemple, c'est l'histoire d'une femme dont le père a violé ses enfants, ses propres enfants. Donc ces enfants ont été violés par leur grand-père, abusés sexuellement. Et la mère avait cautionné ces comportements. Même quand il y a eu un procès pour dire que cet homme, etc., avait abusé de ses enfants, la mère disait que ça n'était pas vrai, elle lui trouvait tout un tas de prétextes, etc., etc. Quand cette femme est arrivée en thérapie, elle était dans cette situation, elle-même complètement dans le déni, en disant « Oui, mais ce qui est arrivé ce que mon père a fait, c'est pas grave, c'est parce qu'il était malade, c'est parce qu'il n'était pas très bien. » Enfin bon.
Et ces enfants étaient dans une position aussi qui était, mais maman, tu sais, nous, c'est pas grave d'avoir été violés. Ce qui est grave, c'est que toi, tu as perdu ton père, c'est triste pour toi. Donc tout était inversé. Donc eux, ils ont été violés et ils sont en train de consoler maman. Voilà, et ils consolaient leur mère. Et bien sûr, elle protégeait sa mère. Et elle avait une relation plutôt fusionnelle avec sa mère qu'elle protégeait. Donc grâce à la thérapie, cette femme a pu se positionner et s'indigner vis-à-vis de sa mère en disant « ton comportement de complicité est inacceptable ». Et elle a pu remettre les choses à l'endroit, ce qui a permis à ses enfants, en fait, de se libérer, c'est-à-dire de dire « en fait, ça va pas. On souffre, c'est nous qui avons souffert, c'est pas toi ». Alors ça ne veut pas dire que la mère n'a pas eu de souffrance, mais d'arrêter en fait de nier la souffrance d'eux, enfants qui avaient été abusés. Donc ça a permis de remettre beaucoup plus d'alliance en fait. Et cette mère a pu quand même dire à sa fille qu'elle entendait que son comportement n'était pas acceptable. Et du coup la relation s'est défusionnée et elle est devenue plus juste. Et donc ça a libéré cette femme qui a maintenant une relation plus complexe avec ses enfants, Oui. plus délicate. Et plus différenciée. Mais plus différenciée. Un jour, elle arrive en séance et elle me dit, elle était au 4e sous-sol, elle me dit, ma fille m'a dit qu'elle ne m'aimait pas parce que je ne l'avais jamais aimée, que je ne l'avais pas défendue et qu'elle me haïssait, etc. Et elle était en pleurs, en pleurs, en pleurs. Parce que jusque-là, elle était la mère idéale aux yeux de ses enfants. Et je lui dis, bah, écoute, c'est super en fait ce qui arrive. C'est super parce que enfin les vrais sentiments peuvent commencer à sortir. Et s'ils sortent, eh bien, ils vont pouvoir commencer à être transcendés. Et les liens vont pouvoir devenir plus profonds, plus vrais en fait aussi. Et sa fille a engagé un travail thérapeutique aussi. Et peu à peu, les choses s'améliorent. Donc ma vision de la famille, c'est une vision, pour conclure, qui est une vision évolutive, c'est-à-dire la famille n'est ni le pire ni le meilleur, c'est un endroit où nous avons à apprendre à exister et à proposer des liens nouveaux, significativement nouveaux, sous forme d'alliance, qu'ils soient acceptés ou pas. C'est ça notre mission. C'est ce que produit en tout cas le contact avec l'enfant intérieur. Donc c'est un travail complexe parce qu'il faut travailler sur les loyautés, etc. Et c'est aussi pourquoi aujourd'hui je désespère de voir à quel point, même parfois des cliniciens, alors que c'est assez ahurissant d'entendre des cliniciens prétendre que cette pratique a une vertu, mais je me désespère de voir à quel point l'idée de pardon autrui infuse comme ça la psychologie, comme si en fait le pardon à autrui ça marchait, c'était efficace. Or aujourd'hui, il y a énormément de travaux cliniques qui disent à quel point c'est dangereux, à quel point ça ne fonctionne pas, ou c'est des conditions tellement précises qu'en fait c'est extrêmement rare. Et pourquoi on parle du pardon ? Pour faire l'économie de toute la complexité qu'il y a à travailler sur les relations familiales. Ok, mais le pardon, ça vient surtout de Jésus. Non, le pardon vient d'une élaboration religieuse, spirituelle, religieuse pour être plus précis, parce que c'est pseudo-spirituel le pardon, pour répondre à un problème. Mais est-ce que parce que, je sais pas, moi il y a une part de moi, je me dis, ok, je comprends que le pardon, si c'est pour faire genre, il n'y a rien eu, et puis on recommence, on continue, ok, là c'est vraiment du déni. Mais est-ce qu'il n'existe pas quand même un vrai pardon ? Il n'existe pas quelque chose de juste, qui soit de l'ordre du pardon ? Peut-être que le mot est pas bon en fait, mais je sais pas. En tant qu'être humain, nous avons des questions existentielles que nous devons résoudre. Ça ne veut pas dire que tous les êtres humains résolvent ces questions existentielles. Mais parmi elles, il y a les questions de la finitude, il y a la question de la liberté. Mais parmi elles, il y a la question de la responsabilité. C'est une question centrale que le pardon passe sous silence. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le but de chaque individu par rapport à son histoire, c'est de se pacifier. Mais prétendre que le pardon amène la pacification est une erreur. En fait, le pardon a une vocation et une fonction réelle. Et c'est prouvé. Et il a une fonction sociale. Le pardon a une fonction sociale parce qu'il permet de maintenir une cohésion sociale. Il permet aussi de ne pas éjecter des membres violents ou agressifs complètement en dehors de la société.
Et il permet aussi d'amener un équilibre. Pourquoi? Parce que quand on a été abusé sexuellement, c'est une violence, il y a une telle tentative de destruction que le psychisme est en danger. Le pardon, souvent on le voit, est opéré par des personnes qui sont limites et qui ont besoin en fait de retrouver rapidement un équilibre, sinon ils ont l'impression qu'ils vont perdre pied en fait. Donc la fonction du pardon, elle est ce qu'on appelle homéostasique, ramener un équilibre. D'accord? Donc je ne suis pas opposé au pardon, mais je lui laisse sa fonction, c'est-à-dire ramener un équilibre quand dans l'urgence on ne peut pas faire autre chose. Après, donc c'est une sorte de statu quo pour que la société tienne, quoi. Voilà, et que l'individu psychiquement reste à peu près en place. Et que les liens ne soient pas détruits, en fait. Que les liens, parce qu'en fait, les systèmes humains sont toujours vigilants à la notion de cohésion. Donc, toutes les familles ont peur d'éclater, en fait. Oui, Donc, le pardon, c'est une façon de dire on ne peut pas faire éclater notre famille. Il ne faut pas faire éclater notre famille. Il faut maintenir un peu de lien, etc. Bah, souvent, les défenseurs du pardon, ils disent qu'on ne pardonne pas pour l'autre, on pardonne pour soi, pour être en paix, pour arrêter d'être tourmenté par la haine. Oui, mais globalement, c'est toujours un peu la même chose. En réalité, ils disent ça pour camoufler que le pardon, finalement, même quand les gens parlent de pardon à soi, ils élaborent un pardon à autrui. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas résoudre le problème de la responsabilité. Dans le pardon, ce qui pose problème, il y a deux choses qui posent, enfin il y a plein de choses qui posent problème, mais l'une des choses qui pose problème, c'est que, comme fait exprès, on demande encore à la victime de faire le job. C'est quand même incroyable. Alors là, maintenant, en victimologie, il est clair qu'il faut arrêter de dire « Toi, tu es non seulement la victime, mais c'est toi qui as le pouvoir de faire ce qu'il faut. » Non mais stop, quoi. On a été victime, et en plus, on doit faire un chemin pour permettre à l'autre d'être mieux. Non. Si on est victime, on doit rendre la responsabilité des comportements à ceux qui les appartiennent. Donc on ne peut pas en tant que psy dire à quelqu'un qui a été victime « tu dois pardonner ». On doit lui dire « tu dois rendre la violence que tu as subie ». Tu dois rendre la responsabilité des comportements à ceux à qui ils appartiennent. Sinon la victime porte le fardeau de la responsabilité, pense que c'est sa faute, pense que c'est à elle de porter ça, pense qu'elle est victime en fait et qu'elle n'a pas le moyen de sortir de cette violence qu'on lui a imposée. Or en fait, dans le travail sur l'enfant intérieur, on fait des restitutions de violence qui sont particulièrement efficaces. On rend la violence à qui elle appartient. Et comment ça se passe, par exemple? Ce sont des rituels qui peuvent prendre différentes formes, mais qui sont très importants, qui peuvent être faits avec des personnes vivantes ou des personnes mortes. Et ce sont des rituels qui permettent de remettre la responsabilité au bon endroit. Mais alors, ça veut dire que toi, tu ne crois pas du tout dans le pardon, tu penses que c'est juste un outil de statu quo social? C'est pas une question de croyance, c'est une question... c'est pas une question de croyance. C'est une première chose, c'est que ça fait 35 ans que je travaille sur l'enfant intérieur. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui se soit guéri et libéré par le pardon. Je n'en ai jamais rencontré de ma vie. Et les personnes qui me présentaient ça, au bout de quelques stages sur l'enfant intérieur, tout ça s'effondrait. C'était un édifice qui ne tenait pas. Tout ça, c'était un édifice qui fondamentalement s'appuyait encore sur le déni de sa souffrance et l'incapacité à prendre acte et le parti de son enfant intérieur. Donc, je n'ai jamais rencontré de personne qui se soit guérie par le pardon. Mais Jésus, il parle du pardon. Non. On nous dit que Jésus parle du pardon. Mais on n'y était pas. On peut faire dire à Jésus beaucoup de choses. Oui, mais moi, ce que je sais de Jésus, c'est qu'il est souvent très indigné. Et qu'il n'est pas question de pardon pour Jésus la plupart du temps. Il est question de remettre les choses en place. Quand il entre dans le temple pour dire qu'est-ce que c'est que ce bazar, il prend un bâton, il frappe les marchands, il renverse les étables. Non. Donc on en revient à la notion d'agressivité naturelle, dont visiblement Jésus est bien pourvu. L'agressivité naturelle, c'est justement défendre en fait son intégrité. Mais il a quand même dit tu dois pardonner jusqu'à 7 fois, 77 fois, nanani, nanana. Oui, mais ça, le pardon existe dans les textes, il existe dans la psyché, etc. Mais c'est pas parce que quelque chose existe que ça marche. Moi, j'ai constaté que ça n'existait pas. 2, ensuite, il existe des travaux cliniques. Okay. Chloé Magdan, Carlos Lustig, de grands thérapeutes, etc. Tous ont constaté que le pardon est dangereux, ne fonctionne pas, sauf sous certaines conditions.
Et en fait, ce qui est intéressant concernant les conditions du pardon, c'est que ce n'est pas le pardon qui est important en fait. C'est secondaire. Ce qui est important, c'est le repentir. Et là, donc, on se déplace de la victime vers la personne qui est l'agresseur. D'accord ? Donc on lui dit, il faut que tu te repentes. Oui. Quelle est ta capacité de repentir ? Déjà, la victime va te rendre ta violence. La victime va te rendre ta responsabilité. Et quelle est ta capacité de repentir ? D'accord ? Alors, le repentir engage beaucoup de choses. Le repentir engage de sentir émotionnellement, de manière empathique, la souffrance qu'on a infligée à l'autre. Ça engage ensuite de perdre tout bénéfice acquis par notre comportement sur la victime. Ça engage ensuite, troisièmement, de se savoir toujours en débit vis-à-vis de cette personne, car on a commis un acte irréparable. Et c'est à cette condition qu'on accepte de demander pardon à la victime, sous cette seule condition. Victime qui, à ce point un droit, peut dire « je te pardonne » ou « je ne te pardonne pas ». Mais donc le pardon n'est pas un process qui appartient à la victime. Le pardon est la finalisation d'un process qui appartient à l'agresseur et qu'on appelle le repentir. Ça n'a rien à voir. Les chiffres sont à peu près clairs, différentes expériences ont été faites, entre autres avec des terroristes de terroristes basques. Il y avait une centaine de terroristes criminels en prison et on leur a proposé un cheminement de repentir pour peut-être demander pardon aux victimes. Et sur 100 personnes, 5 personnes ont réussi le repentir. Donc, le pourcentage est à peu près de 5% chez les agresseurs, la capacité à faire un repentir. Donc on ne peut pas s'appuyer sur le repentir de l'autre pour se pacifier soi-même. La pacification, moi j'ai accompagné des centaines, des milliers de gens maintenant qui se sont pacifiés de leur histoire sans avoir eu recours au pardon. Je dirais que même le travail sur l'enfant intérieur rend désuet et inutile le pardon, parce que le travail sur l'enfant intérieur permet d'aller beaucoup plus loin en fait. Voilà. Et on est pacifié quand on reconnaît que ce qui appartient à l'autre appartient à l'autre et qu'on n'a pas à cultiver de la haine ou du ressentiment vis-à-vis de cette personne parce qu'on lui a rendu ce qui lui permettra de peut-être redevenir humain ou plus humain, on va dire. C'est-à-dire la responsabilité de ses comportements et la violence qui lui appartient. Est-ce que tu peux donner juste... on arrive bientôt à la fin. Est-ce que tu peux donner un exemple d'intégration d'agressivité naturelle ? Ça m'intéresse beaucoup ce sujet. Alors, déjà, l'agressivité naturelle, c'est un réservoir inné et je disais, c'est le même réservoir inné, enfin, c'est pas le même, mais il est avec l'autre réservoir qui est la vitalité. D'accord ? Donc je ne pense pas qu'on puisse réussir à intégrer son agressivité naturelle si on ne revient pas dans un mouvement naturel vital. D'accord ? Et il y a différents types, enfin on pourrait nommer plein d'exemples d'agressivité naturelle, mais je pense que l'agressivité naturelle est très importante chez nous en tant qu'être humain pour ne pas collaborer à des invitations relationnelles qui ne sont pas justes pour nous et qui nous poussent à ne pas être intègres, à ne pas nous respecter ou à ne pas nous sentir respectés. Donc c'est une façon, parfois il faut avoir le courage de dire non, stop, c'est pas acceptable. D'accord ? Par exemple, je me souviens que souvent j'étais avec ma grand-mère, je discutais avec ma grand-mère. Or, ma grand-mère a épousé un homme donc, qui n'était pas mon grand-père, qui était donc Le beau grand-père. Le beau grand-père, voilà, chercher le mot. Et cet homme a abusé sexuellement de ma sœur lorsqu'elle était enfant. Donc, quand elle avait entre 5 et 7 ans. Et bien longtemps après, une fois, ma grand-mère devant moi me dit oui, enfin bon, de toute façon, il ne s'était rien passé en vrai, etc. Et là, je l'ai immédiatement arrêté. J'ai dit stop, ce que tu dis n'est pas acceptable. Je n'ai pas à accepter d'entendre ce type de paroles. Tu as le droit d'être dans le déni, tu as le droit de ne pas vouloir, mais tu ne m'en parles pas à moi.
un enfant a été abusé, c'est inacceptable. C'était ma sœur, c'est inacceptable. J'ai perdu ma sœur. J'ai perdu une part de ma sœur par ce crime. Donc, ce qu'on appelle ces recadrages, ces positionnements, cette capacité à se positionner qui montre vraiment l'intégration. Et je pourrais dire que la meilleure preuve de notre intégration d'agressivité naturelle, c'est lorsque nous savons faire ça dans notre famille d'origine. Oui, parce que quand tu dis ça, ça me fait penser, c'est une problématique qu'on retrouve tellement en fait de gens qui sont dans leur famille et et en fait il y a des phrases qui les gênent, des comportements qui les gênent et ils disent rien. Ils ne disent rien. Ils en parlent au psy. Ils en parlent au psy mais ils disent rien. Et en fait ils ne peuvent pas, enfin selon moi, selon ce que j'ai compris de ce que tu m'as aussi transmis, c'est qu'en fait pour que vraiment ça bouge, il va falloir qu'ils se positionnent à un moment donné à ce fameux repas de famille où ils se sont tus pendant 20 ans. Il va falloir qu'à un moment donné. Bien sûr, bien sûr. Alors c'est un travail quand même plus complexe qu'il n'y paraît, parce que pour regagner son agressivité naturelle et se sentir légitime à l'utiliser, alors il faut aussi travailler sur les loyautés, sur les rôles et les fonctions qu'on continue à occuper dans notre famille et à faire bien la différence entre la loyauté et l'alliance. Hein. Quand j'ai dit ça à ma grand-mère ne me disait ça pas par hasard. Elle me disait ça parce que j'étais très proche de ma grand-mère. C'était un peu comme ma seconde mère. Donc j'avais un lien affectif très très proche d'elle. C'est vraiment quelqu'un qui m'a fait grandir et qui a toujours été valorisante à mon égard, qui m'a toujours soutenu, qui a toujours été une personne très positive. Plus que ma mère à un certain niveau, hein, largement. Donc elle me demandait d'être loyale. Je t'aime, tu m'aimes, sois loyal et accepte ce que je suis en train de te dire, ça me mettra dans le confort. Mais moi, je suis aimant, je ne suis pas loyal. Donc, j'ai fait un acte d'alliance. Et souvent, le recadrage, les gens au cœur d'enfant, dans la thérapie sur l'enfant intérieur, apprennent à comprendre à quel point l'alliance est l'amour. Le recadrage, l'indignation, la non-complaisance, c'est de l'amour. Mais c'est terrifiant. Ça fait peur parce que les gens ne savent pas aimer, parce que les gens préfèrent le confort à l'inconfort d'oser être vrai et authentique, parce que ça nous confronte. Parce qu'ils ont peur de se faire jarter de. Oui, mais en fait, c'est famille. une peur. Oui, mais ce que je constate, toutes les personnes les personnes que j'accompagne ne se font pas rejeter. La plupart des personnes que j'accompagne améliorent leur relation considérablement. C'est comme une peur d'enfant, en fait. Oui, souvent, je raconte cette histoire, on pourrait terminer là-dessus, c'est une belle histoire, c'est quand ma mère était en fin de vie, elle était atteinte d'un cancer des os, elle était en fin de vie, et j'étais allé la voir, c'était à peu près une semaine avant qu'elle ne meure. Et elle était dans son salon, elle était couchée sur un divan, et par moments, elle retombait dans le coma, etc. Donc j'étais juste présent, voilà. Et puis à un moment, j'étais assis dans le canapé, elle était là en train de dormir ou dans le coma, un peu. Et puis j'entends une petite voix. Et je n'ai pas reconnu cette voix. Je me dis, mais qui m'appelle? J'entendais Emmanuel, Emmanuel. Je n'ai pas reconnu cette voix. Je me dis, mais quelle est cette voix? Et puis je suis obligé de me rendre compte d'un seul coup que c'est ma mère qui m'appelle. Mais ce n'est pas ma mère en fait, c'est une petite fille. C'est une petite fille qui m'appelle. Donc je me suis approché, j'étais impressionné par cette voix de petite fille. Je me suis approché et j'ai dit, oui, maman, je suis là. Et là, la petite voix de la petite fille, elle m'a dit, Emmanuel, dis-moi que tu m'aimes. Et souvent, quand je raconte cette histoire en conférence, je demande aux gens, qu'est-ce que vous pensez que j'ai répondu? Et tout le monde dit, tout le monde pleure, tout le monde dit, oh, tu lui as dit que tu l'aimais. Tu... Pas question que je dise que je l'aime. Je raconte que l'enjeu de la relation avec ma mère a toujours été qu'elle me demandait de l'aimer, d'être son soutien, etc., etc. J'allais pas dire à cette petite fille que je l'aimais. Ça aurait été une trahison de l'amour que je portais à ma mère. L'amour que je porte à ma mère, c'est de la croire capable d'être humaine, capable, même à la porte de la mort, de s'occuper de l'enfant en elle. Alors j'ai répondu ça à ma mère, s'appelait Lucienne. Je lui ai dit, petite Lucienne, va demander à la grande Lucienne si elle t'aime. Et ma mère a fait une grande respiration comme ça, et elle s'est apaisée. J'ai vu une sorte de lumière, de sourire, et puis elle s'est à nouveau endormie. Ah ouais, ça, c'est un acte d'alliance.
Et après avoir créé ce positionnement, ma mère est morte une semaine après. J'ai vécu de grandes grâces dans ma vie. J'ai reçu de très très beaux cadeaux. C'est ce que mes patients découvrent au fur et à mesure qu'ils travaillent sur l'alliance. C'est qu'en fait, l'alliance nous remet à un endroit de la vie où la vie devient une mère aimante pour nous, un père soutenant. Et donc, la vie devient vraiment beaucoup plus, bien que la vie soit difficile en réalité, mais plus soutenante. On a des cadeaux, on a plus de synchronicité, on a plus de soutien en fait, parfois inattendu. Mais parce qu'on se soutient plus. Mais parce qu'on se soutient plus, parce qu'on cesse de se trahir, parce que notre agressivité naturelle reste en place et donc notre intégrité reste en place. Et cette intégrité nous fait redevenir un véritable enfant de la vie. Enfin, toi, t'es quand même extrême, quoi. Enfin, Cette histoire, elle est dingue. Ah oui, avec ma mère. Bah, c'est extrême, quoi. Juste... Non, c'est pas extrême. C'est aligné. C'est aligné. Bon, bien sûr, je raconte ça, les gens vont trouver ça sans doute peut-être magnifique ou choquant, je ne sais pas. Mais c'est le fruit de tout un travail. Ça m'a demandé 15 ans quand même avec ma mère de créer une vraie intégrité, de me pacifier parce qu'elle m'a battu quand j'étais enfant, de réussir à pacifier mon histoire, de réussir à être juste, de lui proposer de l'alliance, mais de ne pas être complaisant chaque fois qu'elle retombait dans des procédés relationnels qui n'étaient pas acceptables pour moi. C'est tout un travail en fait. Mais il n'y a pas des gens qui vont trouver ça sans pitié? Moi, je suis pragmatique. D'accord ? Je pense que si on est sans pitié, on n'a pas de cadeau de la vie. Moi, je suis béni des dieux, je suis béni de la vie, je reçois plein de cadeaux. Et mes patients reçoivent plein de cadeaux. Oui. Quand cette femme, auquel le père qui l'avait battu, abusé, lui a donné une clé qui l'a sorti complètement du pétrin. Hein. Non, ce que tu veux dire, cette femme n'avait pas dit à son père « je t'aime, je te pardonne ». Ouais. Non. Donc il faut être sans pitié. Mais ce n'est pas sans pitié, c'est être intègre. Elle lui avait dit « ton comportement est inacceptable. Tu as essayé de me tuer, tu as voulu me détruire. » Quel humain ferait ça à sa fille? Je te rends la responsabilité de ta violence. Je te rends cette destruction que tu portes en toi. Mais quand on fait ça, ce n'est pas de la haine. Quand on fait ça, c'est de l'amour pour l'autre. C'est ta part. Je te rends humain en fait. Vous voyez, souvent les gens ne font pas ce travail. Soit ils pardonnent, et donc ils idéalisent, soit ils dégradent leurs parents. Mon père est un monstre, c'est une ordure. Non, c'est ni un ange ni un monstre, c'est un être humain. Et un être humain, on doit toujours garder l'idée qu'il est possible que cet être humain soit humain. C'est-à-dire évolue et prenne la responsabilité d'évoluer avec ce qui lui appartient. C'est ça l'amour, pour moi, c'est rendre les gens humains. Donc, que ce soit cette femme avec son père ou moi avec ma mère, pour moi, ce sont des actes d'amour. Nous redonnons leur pleine humanité à l'autre. Je ne considère pas ma mère comme une horrible personne, ni comme quelqu'un, finalement, que je dois aimer malgré ses défauts. Ce n'est pas la question. Je la considère dans son intégrité possible. Est-ce qu'elle peut construire une intégrité? Oui. Elle n'est pas une pauvre chose. Donc, aime-toi toi-même, quoi. Je la renvoie à elle-même. Aime-toi toi-même, fais ce job. Et elle l'a fait. Okay. Elle l'a fait. J'ai bien vu concrètement qu'elle avait répondu à la petite en elle. Merci beaucoup. Merci à toi, Simon. Je vais faire un petit retour d'expérience par rapport à l'interview que j'ai vécue avec Emmanuel. Quand il me raconte l'anecdote avec sa maman, ma première réaction, et après j'ai analysé, c'était intéressant. Moi, quelque part, je pense que je me serais fait avoir. J'aurais dit oui, je t'aime, voilà, je suis là. Et c'est pour ça que je lui dis mais t'as pas l'impression d'être sans pitié et tout. Et parce qu'en fait, moi, je me serais fait avoir. Et donc, c'était très intéressant pour moi parce que du coup, j'ai réfléchi après. Et en fait, l'invitation de Emmanuel, dis-moi que tu m'aimes, eh bien, c'est vraiment une illustration magnifique d'une invitation en fait à être sauveur, à être une béquille affective, en fait, à servir quelque part, à être utilisé pour compenser le trou béant du manque d'amour de sa maman. Et c'était une invitation, en fait, quelque part, à se positionner en loyauté, en sauveur, en béquille. Et il a refusé. Ce qu'il a fait, c'était le meilleur choix, et pour lui, et pour elle. Et ça, je l'ai réalisé après. C'est-à-dire que moi, je me serais fait avoir. Et en fait, en me faisant avoir, en disant, si je me mets à sa place,
eh bien moi j'aurais dit je t'aime à ma maman par pitié. Enfin, c'est ce que j'exprime. En faisant ça, j'aurais pris un positionnement qui est à la fois mauvais pour elle et à la fois mauvais pour moi. Parce que je nie son pouvoir d'être une réponse pour elle-même et moi je me mets en position de sauveur et donc perdu d'avance parce qu'on ne peut pas compenser en fait le trou béant de l'enfance de nos proches. On ne peut pas compenser le manque affectif de nos parents en fait. C'est pas possible. Et c'est à eux de le faire. Et c'était très intéressant pour moi parce que ça m'a un petit peu bougé. J'étais un petit peu en résistance, je comprenais pas tout à fait. Et en fait, après, j'ai compris ce que c'était que vraiment la non-complaisance en fait. Le fait de je ne serai pas la béquille affective, je ne serai pas le sauveur à travers lequel tu vas essayer de compenser ce trou béant d'amour qu'il y a dans ton cœur. Moi, je ne serai pas le bouchon. Parce que de toute façon, ça ne marche pas. Et on coulera tous les deux si je prends cette position. Et c'était intéressant pour moi parce que ça a résonné aussi avec ma propre expérience. Et évidemment, je pense qu'on connaît tous ça. Je pense qu'on a tous des parents qui quelque part nous demandent d'être une réponse pour le non résolu affectif qu'il y a en eux. Et c'est très intéressant la position d'Emmanuel parce qu'elle est totalement alignée. Et ça ne m'étonne pas qu'il ait eu des grâces, ça ne m'étonne pas que la vie ensuite les bénisse. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que plus tu es capable de renvoyer les autres chez eux quand ils t'invitent à les compenser, et plus tu es capable d'affirmer que je ne vais pas te prendre sur mon dos, mais chacun va faire sa route, mais je suis OK pour être avec toi, pour t'accompagner, mais je ne te prendrai pas sur mon dos. Et puis il y a une autre dimension qui est un peu plus perverse aussi dans la posture de cette maman, en fait, d'être une petite fille éternelle et de dire « Emmanuel, dis-moi que tu m'aimes », c'est cette idée en fait qu'elle ne perçoit pas en fait l'amour de son fils. Et c'est pour ça qu'il dit ça aurait été une trahison de lui dire que je l'aime. Parce que en fait, évidemment, un enfant aime tellement sa maman. Il y a presque quelque chose d'un peu malsain, tu vois, à demander à son enfant « dis-moi que tu m'aimes ». Tu vois, ça montre à quel point en fait cette femme était incapable de recevoir. Parce que quand tu es vraiment capable de recevoir, tu perçois à quel point l'enfant a un amour infini pour son parent en fait. Si tu lui dis « dis-moi que tu m'aimes », c'est que c'est toi qui as les yeux crevés. Tu ne vois pas l'amour qui t'est donné. Et l'enfant pourra faire tout ce qu'il veut. C'est un trou sans fond. Et à ce moment-là, les gens qui sont dans cette posture de « dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes », c'est un scénario déjà résolu, c'est-à-dire que c'est un échec déjà de base. Et la véritable question, c'est pourquoi es-tu incapable de recevoir l'amour? Et pourquoi es-tu incapable de te donner de l'amour à toi-même? Ce qui répond en fait à la problématique. Donc voilà, ça a été vraiment une interview intéressante parce que ça m'a fait bouger. Même le soir, j'y ai repensé et tout, et je réalisais des choses par rapport à ma propre relation avec des proches. Et c'est une anecdote vraiment puissante qu'il nous a donnée. Et je me sens très honoré d'avoir eu cette interview et d'avoir pu avoir ce moment privilégié d'échange avec Emmanuel. Et voilà, alors je suis assez proche d'Emmanuel puisque en fait c'est mon thérapeute depuis 4 ans. Vous voyez, j'ai la petite peluche là aussi, moi. c'est mon doudou d'ailleurs de quand j'étais enfant, qui ne m'a pas quitté depuis tout petit et qui est là. Il est ici vous êtes dans mon cabinet. et voilà, c'est la peluche. Moi aussi, j'ai une peluche comme ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.